Mesdames, Messieurs, Messieurs, Dames, bienvenue sur le portail du festival Chandelle. Pour écouter Maître Gims en boucle, tapez 1. Pour toute réclamation auprès du ministère de la Culture, tapez 2. Un correspondant va vous répondre. Pour assister au concert, dites Chandelle. Je n'ai pas compris votre demande. Pour assister au concert, dites Chandelle. Merci. Vous allez être dirigé vers les services demandés. Vous allez découvrir une artiste que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peut-être. Maintenez la touche dièse enfoncée, faites 3 pas en avant sur le côté gauche de l'écran, dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et renouvelez si nécessaire. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, à la 26e édition du festival Chandelle. Merci d'avoir choisi nos services. À bientôt et bon concert. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen pour ce café chanson, c'est-à-dire ce temps de rencontre et de concert, ce dialogue entre paroles et chant. Ce rendez-vous se tient donc dans le cadre du festival Chandelle qui a lieu chaque automne aux alentours de Rouen et se destine à mettre en lumière des artistes féminines de la musique, des voix de femmes frappantes de la chanson d'ici ou d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs est Christine Zayed, née en Palestine, vivant en France depuis une dizaine d'années. C'est avec vous, Christine, que nous allons passer cette heure. La musique a toujours été là, tandis que vous grandissiez au sein d'une famille mélomane entre Jérusalem et Ramallah, bercée par le oud de votre frère Bassel, porté par les percussions de votre frère Youssef. On les retrouve d'ailleurs, tous les deux, ces grands frères, ainsi que de nombreux musiciens rencontrés le long du chemin sur votre premier album qui a paru l'année dernière, à l'automne 2024. C'est votre premier album, mais vous avez auparavant multiplié les collaborations avec par exemple la chanteuse iranienne Aïda Nosrat, la violoniste libanaise Layaleh Chaker ou encore la française joueuse de vielle à roue, Éléonore Fourniot. Vous êtes forte, Christine, d'une expérience musicale de 20 ans, enracinée dans la musique arabe classique en même temps que profondément arrimée à la musique traditionnelle palestinienne. Cette histoire millénaire, vous la frottez à votre histoire, celle d'une musicienne et d'une citoyenne du monde d'aujourd'hui. Et c'est cela qui crée votre musique intemporelle et votre chant unique. Vous avez donc pris votre temps avant de signer un disque en votre nom propre. Et il s'appelle Kama Kuntu. Vous y chantez et vous y jouez du qanoun, cet instrument que dès lors que vous l'avez découvert à l'âge de 9 ans, vous a fasciné et que vous n'avez plus lâché. Il a supplanté le violon et le oud que vous appreniez au conservatoire à Ramallah. C'est cet instrument qui est là, sur vos genoux. Et pour les auditeurs qui nous écoutent via les ondes de la radio HDR, la radio partenaire du festival et qui retransmet ce café chanson, décrivons-le, cet instrument. C'est une cithare que l'on pose à plat, en forme de trapèze, au cadre de bois finement travaillé, à la table d'harmonie percée de petites rosaces ciselées. Il est recouvert d'innombrables cordes de métal, des dizaines, 78, je crois bien, qui se jouent pincées. C'est un instrument magnifique. Kama Kuntu, l'intitulé de votre album, signifie « ce que j'étais » en arabe. Ce disque extraordinaire fixe des éclats de votre passé par la magie des notes de musique, comme les cristaux d'argent fixent les images de photographie. Tout l'album est traversé par le qanoun, prolongement de votre cœur, miroir dansant de votre voix. La musique arabe y est plongée dans le bain contemporain du monde. En résulte surprise et bouleversement tout au long de ce qu'il conviendrait d'appeler, si ce terme n'était galvaudé, un voyage. De ce disque, vous allez interpréter, pour ouvrir cette rencontre, un extrait Safartou. Dans le livret de votre disque, qui est là, pour les auditeurs de la radio, vous l'imaginerez. On pourra en parler de cette pochette parce qu'elle est belle. Dans le livret de votre disque, vous offrez une traduction en français des paroles que vous chantez en arabe. La voici. Tu as choisi de partir sous la lune argentée, abandonnant mon cœur sur les marches, brillant comme une épingle d'argent. J'aurais tant voulu que tu l'entrelaces dans tes tresses. Tu as choisi de partir sous la lune argentée, laissant mon cœur flotter dans les airs, volant comme un mouchoir au-dessus des arbres. J'aurais tant voulu que tu l'emportes
dans tes bagages.
سافرت في ليلة قمر ليلة قمر خليت قلبي عالدرج عالدرج يلمع مثل دبوس دبوس فضة لو حطيت قلبي في جدايلكم سافرت في ليلة قمر سافرت في ليلة قمر هيك القضاء خليت قلبي بالفضاء خليت قلبي بالفضاء بالفضاء سافرت في ليلة قمر سافرت في ليلة قمر هيك القضاء خليت قلبي بالفضاء خليت قلبي بالفضاء بالفضاء طاير مثل منديل فوق الشجر فوق الشجر طاير مثل منديل فوق الشجر فوق الشجر حملوا الهوى حملوا الهوى بس لو طويت قلبي في حكايركم Merci, Christine Zayed. Merci à vous. Pour commencer notre conversation, on peut peut-être repartir de ce morceau justement que vous venez d'interpréter et de chanter, raconter son histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce morceau, Safartou? Alors, bonsoir, bonjour, bon après-midi, marhaba. Déjà pour commencer, je veux bien commencer par Hussein al-Barghothi, le poète qui a écrit ce texte, qui est décédé en 2005. Hussein, il n'est pas très connu en France comme Mahmoud Darwish, malheureusement. Hussein était un professeur de philosophie à l'université de Birzeit où j'ai étudié aussi. J'ai fait mes études en psychologie là-bas, à l'époque. Et en fait, il parle pas mal de l'exil, il parle pas mal de fait qu'on est là et pas là en même temps. Dans ses textes, on sent qu'il était dissocié. Il était aux États-Unis, mais en Palestine en même temps. Ça m'a parlé beaucoup quand j'ai lu ce texte, et ça restait devant moi pendant des années. Je ne savais pas quoi faire avec. Et un jour, il s'est passé les deux désastres, les deux histoires très très tristes de George Floyd et Iyad al-Hallaq à Jérusalem. Et en fait, il n'y avait pas de lien entre les deux histoires. Pourtant, il y a un lien parce que c'est la même machine, c'est le même système qui a tué les deux. Et cette chanson parle de tous ceux qui nous ont quittés. Et ces deux-là m'ont tellement inspirée parce que c'est deux âmes innocentes. Ils n'ont rien fait, comme nous tous. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti que le texte a trouvé sa propre mélodie d'un coup. Et ça a marché. Et quand j'ai réussi à le rendre en chanson comme ça, j'ai tellement pleuré. Voilà. Et ça vous arrive régulièrement comme ça, de puiser dans des poèmes pour fabriquer des chansons ou votre musique? Oui. Et y a-t-il d'autres sources comme ça d'inspiration que la poésie qui traverse votre musique?
Ah oui, je suis le genre de personne qui est capable de passer 12 heures devant un tableau au musée. J'ai une amie plasticienne, artiste ici, qui, voilà. Par exemple, son travail, ça m'inspire aussi. Voilà, les sources visuelles, on va dire, ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Les histoires de gens aussi, en fait. Les liens d'empathie. Quand je parle avec quelqu'un, ça peut m'inspirer très facilement. Donc ça ressemble un peu à la poésie aussi. Et ça, ce sont des éléments comme ça du quotidien, des éléments contemporains qui viennent s'arrimer à une tradition musicale. Est-ce que vous pouvez essayer de tenter de nous expliquer comment ça dialogue dans votre musique, cette tradition de la musique arabe que vous avez apprise, que vous connaissez, et ces éléments plus contemporains, quel rapport vous avez à la tradition ? Oui. Souvent, les étudiants ou les élèves au conservatoire, par exemple, où j'enseigne ou ailleurs, ils voient la musique arabe comme une montagne insurmontable, en fait. Tous les maqams, les modes, la théorie, tout ça, ça leur semble vraiment difficile. Mais j'aime l'enseigner, j'aime le voir comme expression de sentiment, parce que c'est comme ça, en fait. Chaque mode de la musique arabe, ça exprime un ou plusieurs sentiments ou émotions. Par exemple, ce que je viens de jouer, ça s'appelle Nahawand, c'est comme la gamme mineure. En fait, dans la musique occidentale, classique occidentale, on associe le mineur à la tristesse. Dans la musique arabe, on a entre 90 et 120 modes qu'on utilise toujours. Et chaque mode peut moduler, aller vers d'autres. Et en fait, chaque mode, c'est une couleur. Et c'est un sentiment. Et si on le voit comme ça, on raconte une petite histoire avec le mode, parce que le nahawand ou le mineur dans la musique arabe, c'est pas forcément la tristesse, c'est de sentir la manque, quelqu'un qui est parti, mais il est là, il est en vie. C'est pas comme par exemple le maqam ou le mode qu'on appelle saba. Saba, ça veut dire chagrin en arabe. Et là, quand on le chante devant n'importe quel arabe, il va tout de suite, ou elle va tout de suite pleurer. Et parce que en fait, c'est un maqam qui est associé à la perte. On l'a perdu pour toujours. Parlons aussi de cet instrument dont vous jouez, qui est le khanoun. Alors je le dis mal, hein, voilà. Depuis ce matin, on essaye. Mais... Le khanoun. Et parlons-en, parce que c'est un instrument qu'on connaît assez peu en Occident. C'est un instrument qui est extrêmement important pour vous. C'est l'instrument avec lequel vous exprimez vos chansons et vos sentiments. Et votre histoire avec lui est longue. Peut-on la remonter ? À quel âge vous aviez quand vous avez découvert cet instrument ? J'ai vu le qanoun pour la première fois, j'avais peut-être 3 ans et demi, 4 ans, dans une répétition. Il y avait mes frères et mon prof à l'époque, en fait. Il est devenu plus tard mon prof, Ibrahim Latari, il s'appelle. Et il était en train de jouer cet instrument et c'était la première fois que je le vois. Et ça m'a fascinée, en fait. Ça m'a fascinée. Pour moi, c'était une boîte magique, je le dis toujours. Sandouk ajab en arabe. Et en fait, j'ai vu toutes ces cordes. Et les cordes, pour moi, c'est une palette de couleurs, en fait. C'est large, c'est vaste. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, je ne peux pas le décrire avec des mots plus profonds que ça, parce qu'à l'époque, c'est ça ce qui m'est arrivé. C'est que c'est magique. Vous avez le souvenir, alors que vous n'aviez que 4 ans, de cet émerveillement lié à cet instrument-là. Oui. Et vous commencez à en jouer à quel âge ? 9 ans à peu près. Oui. J'étais à l'orchestre de jeunes palestiniens à l'époque avec le violon. Et ça m'a gonflé parce que je voulais être soliste, je voulais vraiment m'exprimer. Et le fait de suivre une partition et un chef d'orchestre, ça m'a étouffée. En tant que Palestinienne, on a assez de ça là-bas, donc je ne voulais pas suivre des directions, je voulais juste jouer. Et à la maison, quand j'ai appris la musique avec mes frères, c'était plutôt libre et joyeux. C'est-à-dire, on écoutait par exemple la prière à la mosquée, mes frères jouaient le jeu avec moi, c'est quoi ce mode, est-ce que tu peux le chanter, etc. Donc de me trouver d'un coup dans un orchestre en train de suivre un chef d'orchestre, c'était très traumatisant. Donc là, j'ai dit, écoutez, j'arrête avec le violon. Et là, j'ai décidé de jouer du qanoun. J'ai dit à mes frères, ils ont dit, c'est trop tard, à 9 ans, d'accord.
Et donc, je me suis mis la pression que pendant un an, je voulais absolument faire un projet avec eux à l'âge de 10 ans ou 11 ans, et je l'ai fait. J'ai commencé à en jouer un an plus tard. Il n'y avait pas de Hanoun à la maison? On m'a acheté un qanoun syrien à l'époque, et c'est mon frère qui l'a trouvé à Amman, en Jordanie. C'était mon tout premier qanoun. C'était un qanoun, mais avec un son étouffé. C'était vraiment très mauvais, une mauvaise qualité, qui m'a aidé énormément. Je ne parle pas des Syriens, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des très bons luthiers en Syrie. C'est pas ça. Parce que l'île syrienne. Mais ce qanoun en particulier avait un son vraiment étouffé qui m'a aidé à développer ma technique, vraiment à muscler mes doigts. Et celui-ci, que vous avez, dont vous jouez maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire son histoire? Vous l'êtes depuis longtemps? Oui, depuis le 12 avril 2016. Ah oui, c'est précis. Il est né en avril 2016. C'est un bélier. Et il vient de Izmir. Il est turc, par contre. Donc là, c'était la réconciliation arabe-turc, arabe-ottoman. Et en fait, le qanoun turc est un peu différent du qanoun arabe parce qu'on a, vous voyez, les pièces en métal, ce qu'on appelle les urab, les leviers. Là, ça nous permet de changer les notes, en fait, de moduler. Et c'est pas un demi-ton. Par exemple, sur un piano, vous avez les touches blancs et noirs. Nous, on a 14 touches noires. Entre do et ré, il y a entre 9 et 13 notes différentes. Les 16e de ton ou les microtons. Et ça me permet à changer. Sur un qanoun arabe, j'ai pas ça, mais je suis obligée de mettre la pression avec l'ongle pour obtenir la bonne note. Donc j'ai appris comme ça sur un qanoun syrien, encore une fois. Et après, quand j'ai eu Bilal, il s'appelle Bilal d'ailleurs, quand j'ai eu Bilal, ça m'a aidé avec le chant parce que c'est pas un instrument qui est fait pour accompagner le chant. C'est un peu dur de faire les deux. Surtout que le son sort comme ça et ça ne permet pas de vraiment bien entendre ce qu'on fait. Donc le qanoun turc, ça m'a aidé, ça m'a facilité les changements de notes, les modulations en chantant. Voilà, c'est pour ça c'est turc. À part ça, moi je préfère le son arabe. C'est pas raciste, hein, c'est juste esthétique. Et il s'appelle Bilal, donc. Bilal, oui. Après Bilal al-Habashi. Bilal al-Habashi, c'était le premier esclave libéré à l'époque de l'islam, en fait. Et il avait une très belle voix. C'était le premier qui a chanté le adhan, la prière. Et parce que mon qanoun est noir. Et mon frère, quand tu lui as dit ça, il m'a dit que j'étais raciste. Je t'ai raconté ce matin, mais non, je ne suis pas raciste. C'est un hommage. On écoute un deuxième morceau oui, ok. de Bilal, et vous? Ça marche. Qui s'appelle Merci. Avant que je ne photographie les oiseaux.
Christine, ce morceau contient 2 tableaux, 2 tempos bien distincts, 2 mondes différents, en somme, qui coïncident avec vos 2 vies, celle en Palestine et celle en France. Vous écrivez dans le livret de votre album ceci: « Je possède 2 vies, l'une où le temps semble s'arrêter et une autre bruyante où je m'essouffle dans le vide. Une vie qui me précipite à travers ces rues éternelles. J'ai peur que si je ralentis, je puisse apercevoir les oiseaux. » Vous pouvez nous éclairer peut-être sur cette phrase un peu énigmatique quand même, et puis Laquelle exactement? Alors je dirais la dernière portion, bien sûr. J'ai peur que si je ralentis, je puisse apercevoir les oiseaux, mais oui. Après aussi nous raconter ce qu'il y a derrière, ce qui précède ces 2 vies, celle en Palestine, celle en France, celles qui semblent si différentes dans leur rythme. Ou celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, oui. Aussi. Vous prenez tout dans le sens que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. On peut commencer par... Parce que je pense que c'est une histoire en commun entre beaucoup de gens qui quittent leur pays, qui vont ailleurs, je crois, d'après ce que j'ai compris. En écoutant des histoires des amis, d'autres gens, en fait. Et en fait, ça me rappelle directement le premier moment où j'ai utilisé le métro, ou le premier moment où j'ai découvert que je peux vraiment marcher plus que 3 km sans rencontrer un checkpoint. Que là, c'est OK, c'est permis. Ou quand j'ai monté dans l'avion sans vraiment galérer avec les demandes des visas pendant des mois. Je parle plutôt de ça, et je parle plutôt du fait qu'on a vraiment peur de s'installer. On a peur de s'installer en France, ou à Paris ou ailleurs. Parce que si on s'installe, ça veut dire qu'on a décidé de quitter l'autre endroit. Le premier moment dans le métro, ce qui m'a choqué, c'était les bruits, le son. Et la première question que je me suis posée, c'était: est-ce que tu vas devenir sourde dans quelques années? Est-ce que tu vas vraiment, ça va affecter? J'avais vraiment peur, hein. Parce que là-bas, c'est calme en Palestine, malgré la guerre, malgré les bombardements, malgré tout, c'est calme. C'est sain, c'est tranquille. Et Paris, c'est pas le cas. Paris, c'est pollué, c'est bruyant. Donc j'ai eu peur. Je me suis dit, là, c'est bon, mon carrière, c'est la fin. Et la deuxième chose, c'est que ce qui m'a marqué, c'est que les sons, le bruit, ça contrôle la vie des gens. Ce petit bruit de métro, il faut que tu rentres. Si tu rentres pas, tu rates. Tu rates ton meeting, tu rates ta vie, tu rates. Alors que là-bas, tout est raté de toute façon. Si tu as un meeting à 11h, tu arrives au checkpoint à 8h, c'est pas sûr que tu vas avoir ton meeting, tu vois. Et donc il y a ça, et cette histoire des oiseaux, c'est que vraiment j'ai peur d'apercevoir les oiseaux, parce que ça me rappelle de cette image, de ce tableau. J'étais sur un pont à Paris et je regardais le ciel gris, et je me suis posé la question: est-ce que ça m'appartient, ça? Est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je trouve ça beau? Et j'ai pas reconnu les oiseaux. C'est pas les mêmes que je voyais en Palestine, par exemple. Et c'est symbolique, c'est assez symbolique, et qui décrit ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je m'installe ici, si je trouve ça beau, si je prends cette photo, ça veut dire que j'ai quitté là-bas. Voilà. Et votre musique, c'est une manière aussi d'être toujours un petit peu là-bas. J'imagine. Le titre de votre album, donc, ça s'appelle Kama Kuntu. Vous pouvez nous le traduire? Comme j'étais, ou ce que j'étais. Ce que j'étais, comme j'étais. On peut parler de ce titre-là. Est-ce que cela veut dire qu'intituler son album, a fortiori son premier album ainsi, ça veut dire que vous avez le souhait de vous présenter dans votre histoire, dans toute votre histoire? Mon histoire, parce que mon histoire aussi ressemble tellement à d'autres histoires. Par exemple, il y a un titre qui s'appelle Jeudi 16h53. Tu connais bien ce titre. Et ça parle de moments de ma naissance où j'étais née morte. Et ma mère, elle est entrée dans un coma aussi. Elle était aussi morte, presque. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de revivre. J'ai décidé allez, on va voir, on va essayer. Après, deux fois... Il y avait 2 fois plus tard dans ma vie, à l'âge de 3 ans et à l'âge de 2 ans, 3 ans et demi et 2 ans, j'ai failli aussi mourir.
Donc c'est un truc récurrent de ma vie. Et à chaque fois que j'écoute ce titre, en fait, le titre, je dis 16h53, ça décrit un petit peu ce moment de naissance. C'était vraiment 24 heures d'enfer, et ma mère était 3 jours en coma, et moi j'étais toute bleue avec le cœur arrêté, tout ça. Je vais pas aller en détail. Après, c'est une bonne histoire, parce que là, ma mère, elle profite, elle fait 2 anniversaires par an. Elle fête le mien avec moi. Et donc, en fait, le morceau, ça décrit ce moment, et ça ressemble beaucoup aujourd'hui aux histoires de beaucoup d'enfants en Palestine ou ailleurs. Des enfants qui n'ont même pas le choix, et ils n'ont pas la chance de vraiment essayer ou connaître ou savoir la vie en dehors de ça. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ça a été imposé. Donc oui, ça parle de moi, mais ça parle des autres aussi. C'était mon outil pour connecter avec tout le monde. Et ce morceau, par exemple, que nous venons d'écouter, ou jeudi, 16h53, vous les avez composés il y a longtemps. Quand on parle comme ça de choses intimes, est-ce que c'est quelque chose qu'on compose jeune ? Vous vous souvenez du premier morceau que vous avez composé, par exemple ? Ah oui. Oui. Quel était-il ? C'est une histoire un peu drôle, parce qu'on avait un studio avec mes frères, on faisait des pubs et des spots pour la télé et la radio. Et mon frère étudiait à Guildhall à Londres, Basel. Il n'avait pas le temps pour travailler, pour bosser sur un petit spot. Il m'a demandé de composer un petit truc. Et là, j'ai jamais composé, en fait. J'avais peut-être 13-14 ans. Donc j'ai pris le piano rapidement, j'ai eu une idée, je l'ai fait. J'ai enregistré le canon, j'ai appelé un ami, allez, tu viens jouer un peu de violon. J'ai fait les percus et je l'ai appelé Iktiab al-Nahl, Depression of Bees, la dépression des abeilles. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez toujours pas pourquoi ? J'ai aucune idée pourquoi. Parce que c'était sur une gamme joyeuse à la fois, et ça donnait un peu d'espoir. Je sais pas. Je trouve que c'est débile comme titre aujourd'hui. Et en fait, j'ai envoyé le mail, je lui ai dit, écoute, tiens. Il m'a dit non, on ne va pas l'utiliser parce que c'est une bonne mélodie, tu vas la garder pour toi. Et ça, c'était le début. Quand on s'est rencontrés il y a 1 an de cela pour une interview, pour un magazine qui s'appelle Novo, on a parlé justement de ce rapport au passé, de la présence du passé dans votre disque, qui s'invite comme ça, comme des flashs, des fragments que parfois vous seul savez reconnaître. Je vais lire une partie de votre réponse parce que je la trouve tellement belle, si vous voulez bien. Je me souviens, et là je vous cite, je me souviens des soirées familiales où la musique se mêlait à l'air comme une seconde langue. Je me souviens du bruit de ma petite balançoire accrochée au figuier. L'arôme doux et terreux des figues incarne plus que tout ce réconfort éphémère. Tout tend à s'effacer, mais des fragments du monde lointain de mon enfance demeurent saillants. Ce sont eux que je tente de fixer avec Kamakuntu. Le réveil au son lointain de la prière. La voix de ma mère. Les interminables journées chaudes d'été, le parfum du café se mêlant à la vue des cerfs-volants dans le ciel bleu, si silencieux, quand il n'y avait ni hélicoptère, ni bombe. Mon frère Bassel, qui joue du oud dans sa chambre à côté. La voix de ma grand-mère lorsqu'elle arrive de Jérusalem. Mon autre grand-mère qui jardine. Les oiseaux et les insectes de la montagne au printemps. Les cyprès, les pommiers et les bigaradiers. Mes pas rapides lorsque je courais pour cueillir ma fleur préférée, le coquelicot. J'aurais aimé, Christine, que nous parlions d'un de ces souvenirs, n'importe lequel. Vous en prenez un, là, dans tous ceux que je viens d'énumérer, les vôtres, vos souvenirs. Et j'aimerais bien qu'on puisse remonter un peu le temps à partir d'un des souvenirs, celui que vous voulez. À part le fait que j'ai passé mon enfance, c'était vraiment pas une enfance. Une. Merci. J'ai toujours un problème avec le genre. Et même si vous étiez un garçon, ce serait aussi une enfance. Une enfance. Oui, là, je sais, quand même. Précise. Quand même. Ouais, c'est dur le français. Ouais, je sais. C'est dur. Non, c'était pas une enfance typique ou normale.
c'est pas forcément négatif ou positif ce que je vais dire, mais je passais mon temps à assister aux répétitions avec mes frères, en dehors de la maison, ou dans les montagnes, avec ma grand-mère, mon grand-père et la tante de mon père. Donc avec vraiment... Ils sont tous décédés, malheureusement. Ouais, je passais mon temps avec Bassel dans sa chambre, à chanter avec lui, ou dans des répétitions. Et je me rappelle, on m'a acheté une Barbie, mais j'ai fait un peu le Taliban avec la Barbie, parce que j'ai coupé la tête et je l'ai transformée en microphone. Mais le souvenir vraiment le plus important, c'est les coquelicots. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, les montagnes ils sont plus ou moins occupées par des colons. Et à l'époque, quand j'avais 4 ou 5 ans, je pouvais faire des hiking, monter vraiment pendant des heures avec ma grand-mère ou mon grand-père et cueillir des coquelicots, des figues. Donc ça me manque, par exemple. Ces coquelicots m'emmènent à la pochette de votre disque. On a dit en ouverture de cette rencontre qu'on en parlerait peut-être, on en parle finalement. Je veux bien que vous en parliez de la pochette de ce disque. N'oubliez pas que la plupart des gens là, il y a des gens qui nous écoutent, mais des gens nous écouteront à la radio. Alors peut-être la décrire, cette pochette. Déjà, je vous la montre. Elle est toute petite peut-être là. Ce sont peut-être des coquelicots. En tout cas, ça y ressemble. Ouais, c'est une sorte d'arbre hybride entre arbre et coquelicot. Et c'est mon très cher ami Randa Maddah qui l'a fait. Et en fait, elle a suivi les tableaux de chaque chanson de ma vie. On a fait une séance de thérapie ensemble pendant 4-5 heures. Elle a tout enregistré. Et après, elle a fait ce travail magnifique. Je ne sais pas si je peux montrer l'intérieur. Tu l'as toujours, Pendant que je farfouille à l'intérieur, on décrit la pochette. Je vous laisse le faire. Il y a ma tête. Ouais, c'est important quand même. C'est pas un détail. Parce que là, je galère en fait, il faut vraiment meubler. En fait, Randa voulait un peu montrer ce que je viens de raconter, du coup. En fait, moi, un peu derrière une sorte de voile, derrière les coquelicots, je me cache derrière mon histoire. Parce qu'elle trouvait que je suis un peu timide et j'aime bien me cacher, très introvertie, je pense. Après, je voulais pas vraiment mettre une photo directe de moi. Donc elle m'a dit quand même ça mérite d'avoir ta tête, et elle l'a fait comme ça. Et je pense que ça l'appartient plus que moi en fait. Ça, c'est vraiment son travail que je trouve magnifique. Voilà la pochette. Elle l'a fait à la main, elle a... Qu'est-ce qui vous touchait tant que ça dans les coquelicots? Vous vous souvenez? En été, en fait, parce que le soleil en Palestine, c'est pas comme à Paris, c'est pas faux, c'est pas fake. C'est vraiment, ça brille. Et en fait, je sais pas, j'étais très très jeune, 2 ans ou 3 ans, et si vous imaginez un enfant qui est en train de courir dans les montagnes... Et en fait, si elle voit un petit rouge qui sort et qui brille, elle va tout de suite le suivre. Et c'était ça un peu. Et quel rapport vous entretenez aujourd'hui alors avec votre pays, la Palestine? Comment le décririez-vous, ce rapport? Waouh! Y retournez-vous? Oui, j'étais là-bas en juillet pour le mariage de ma sœur. Ouais. Quel rapport? Je sais pas. Je suis toujours là-bas, je pense, aussi, d'un côté. Et c'est l'endroit où on se réveille tous les jours et on a peur de le perdre pour toujours, que ça disparaît, en fait, parce que c'est en train de disparaître. Et je connais pas ma vie en dehors de cette histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je sens que j'ai la responsabilité d'en parler tous les jours, de faire quelque chose, de décrire comment c'était aussi. Ce qui me fait très mal, par exemple, c'est les vidéos de déracinement des oliviers, par exemple. Je suis capable de pleurer pendant des heures quand je vois ça. Ouais, c'est un rapport un peu complexe et j'aimerais bien quand même y retourner
plus souvent. Voilà. Mais j'ai de l'espoir quand même. J'ai de l'espoir. Christine, je pense, je devrais regarder l'heure régulièrement, mais j'ai complètement oublié de regarder l'heure. J'imagine, et oui, que le temps a passé. Je vous invite à jouer les deux chansons. Ça peut. Ça peut. Ouais. 2 dernières chansons. Si vous voulez. Hein. Vous allez bien d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. Ça va? Et un chant d'amour et un chant de résistance. Enfin, il y a le chant de résistance, il parle d'amour, et puis le chant d'amour, il parle un peu de résistance aussi. Donc, bon, mais, évidemment. Voilà. Je suis palestinienne, donc obligée. Mais je vais vous laisser les raconter, enfin les présenter, ces morceaux-là, et puis les jouer dans l'ordre que vous voulez. Ok. On fait comme ça. Merci. Merci. Va falloir changer d'instrument. Hein. C'est très galère. Ma mère me demande à chaque fois pourquoi je joue pas la flûte. Plus grand que moi. Bon. Je vais vous chanter Hour. Et Hour, c'est un texte que j'ai trouvé parmi des textes il y a 2 ans au centre folklorique de Ramallah. Je travaillais là-bas un peu, j'ai cherché beaucoup, j'ai écouté plus que 500 enregistrements qui datent des années 60, 50, 70, 90, très mélangés. Et ça n'a pas plu à ma mère, surtout, parce qu'en fait, elle voulait que je mange les 3 repas qu'elle préparait. Et moi, je passais de 8h à 5h dans ce centre. Et elle m'a obligée à avaler les 3 d'un coup, à 8h. Donc je rentre en France avec 5 kilos de plus, mais avec des chansons. Et parmi ces chansons-là, il y a Hour. Et je vais vous raconter l'histoire de Hour et vous lire la traduction de texte, si vous me permettez. Alors, ça parle de Badr. Badr était un militant, traqué, poursuivi, car on voulait le réduire au silence à jamais. Il s'est enfui dans l'obscurité, le cœur lourd de nostalgie. Sous un vieil arbre, il s'est caché. Son seul souhait, revoir sa famille au lever du jour. Et quelque part dans l'ombre de la nuit, un ami fidèle le cherchait, mais il ne l'a jamais trouvé. Voilà ce que raconte vraiment la chanson. Combien de fois je t'ai dit, ô Badr, ne traverse pas la plaine. J'ai peur pour toi, ô Badr, des chasseurs de tigres. Combien de fois je t'ai dit, ô Badr, ne descends pas dans le creux. J'ai peur pour toi, ô Badr, des chasseurs de loups. Et chez lui, il a plu. Et chez moi, rien n'est venu. Et chez lui est venu celui aux yeux de gazelle, le bien-aimé est revenu. Ô arbre de peuplier, aujourd'hui seulement, donne-moi ton ombre. Je veux passer la nuit chez toi et demain chez les miens. Et je suis arrivée aux portes de la mort. Mon ami n'est pas venu demander de mes nouvelles. Et je suis arrivée aux portes de la mort, mais la porte du Levant saigne. Et je suis arrivée aux portes de la mort, la porte du Levant reverdit. يا ما قلت لك يا بدر لا تقطع البور خوفي عليك يا بدر من صيدي للنور يا ما قلت لك يا بدر لا تقطع القاع خوفي عليك يا بدر من صيدي لضباع يا بدر لا تقطع البور خوفي عليك يا بدر من صيدي لنمور يا ما قلت لك يا بدر لا تقطع القاع خوفي عليك يا بدر من صيدي لضباع يا شجرة الحور بس اليوم ظلينا واليوم عندك
باكر عند أهلي يا شجرة الحور بس اليوم ظلينا واليوم عندك باكر عند أهلي وبلادها جاها مطر وبلادي ما جاها وبلادها جا كحيل العين روح وبلادها جاها مطر وبلادي ما جاها وبلادها جا كحيل العين روح أشرفت على الموت ما جا صاحبي سل أشرفت على الموت ما جا صاحبي سل أشرفت على الموت باب الشام يدمن أشرفت على الموت باب الشام خضر يا شجرات الحور بس اليوم ظلينا واليوم عندك باكر عند أهلي يا شجرات الحور بس اليوم ظلينا واليوم عندك باكر عند أهلي Ô toi, aux yeux doux comme des gazelles et aux joues rouges, tes joues sont tendres comme la chair du rein, baignée de sang, de pudeur, de vie. Ô mer, emporte-moi, ô vagues, engloutis-moi. Je peux supporter la faim, mais non la séparation de mon amour. La belle a gravi la montagne, glissant tout au long du chemin. 2 mois et 4 nuits, elle a passé à tresser ses cheveux. Toi qui as pris ma bien-aimée, que tes jarres d'huile se multiplient, que ta vie soit longue, mais que ma bien-aimée reste à la maison. Toi qui as amené ma compagne au palais d'en haut, peut-être passerons-nous et la verrons pour apaiser notre soif de désir. يا ابو العيون السهول والخد لون احمر دولي صفار دولي خدود ولحمة شينا ومغار ركاب الدم دولي صفار دولي الحلو طلع الجبل زلك على طوله دولي سفرولي 2004 ليالي جذ لتشعروا دولي سفر دولي يا ماخذ حبيبتي تشثر تناتش الزيت دولي
يطول عمرك وتظل حبيبتي في البيت دولي سفر دولي يا مخس حبيبتي كسر تناجزت دولي سفر دولي يطول عمرك وتظل حبيبتي في البيت دولي سفر دولي يا بحري خذني معك يا موج يغرقني دولي سفر دولي بصبر عالجوع ولا حبي يفارقني دولي سفر دولي يا ماخذ ريفكتي علي قصير لفوق دولي سفر دولي بلتن ماركنا وشوفناها نبل الشوك دولي سفر دولي. Merci beaucoup, Christine Zayed. Merci, Merci à vous. merci pour cette heure passée en votre compagnie. C'était un cadeau. Merci à vous. Merci au Festival Chandelle de vous avoir invité et à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen de nous avoir si joliment accueillis. Vous jouez ce soir à 20h au centre André Malraux sur les Hauts de Rouen. Il reste quelques places. Je crois qu'il reste quelques places. Puis merci à vous d'avoir été présents pour cette rencontre. Merci. Chandelle, le festival des voix de femmes en partenariat avec la radio HDR.